Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Talsum pendant votre heure de dîner en Europe. Mon nom, c'est Benoît Gorez, je suis conseiller marketing dans l'équipe chez Talsum, puis j'ai aujourd'hui autour de moi des gens qui sont au Québec aux petites aurores pour vous, puis des gens qui sont ici en Europe pour se réunir autour de ce webinaire sur l'intelligence artificielle et pour la démocratiser. Avant de débuter, j'ai quelques petites consignes pour vous. C'est juste pour vous dire que tout le monde est mis en mode sourdine. Donc, vous pouvez poser vos questions à tout moment, par exemple dans l'espace de clavardage, et on a du temps à la fin pour y revenir. L'enregistrement vient de commencer. Ça veut dire que la session est enregistrée, puis vous allez la recevoir par courriel. Pour vous présenter les personnes avec nous qui vont animer la session aujourd'hui, deux membres émérites de notre équipe chez Talsum, Daniel Simon, qui est directeur du développement des affaires en Europe, et Paul Lenné, qui est consultant en stratégie technologique et intelligence artificielle chez nous. Donc, bon webinaire et Daniel, je te repasse la parole. Bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Je vais commencer par rapidement introduire un peu Talsum parce que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas nécessairement Talsum. Donc, rapidement, notre mission, c'est de créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie. C'est un peu pour cette raison, justement, qu'on fait ces genres de webinaires-là pour démocratiser un peu le savoir, puis vous donner des outils, là, comment intégrer des nouvelles technologies dans vos opérations. En bref, Talsum, si on passe à la prochaine, Paul, en quelques lignes, on a été fondé en 2010. On a des bureaux au Canada, en Suisse et en France. On est dans plusieurs industries. On parle de manufacturier, distribution, transport, pharma, agroalimentaire. Une composante qui est très propre à Talsum et très importante pour nous, c'est toute l'implication sociale. On est la première firme de consultation à avoir obtenu la certification B Corp au Canada. On en est très fiers. On est aussi membre du World Alliance for Efficient Solutions de la Fondation Solar Impulse, basée en Suisse. Et aussi, à chaque année, un moyen pour nous de redonner à la société, c'est vraiment d'aider en fait des organismes à but non lucratif dans leur transformation. Et depuis maintenant 6 ans, on organise le Design Thinking Jam qui permet justement de partager notre expertise avec ces organisations-là. Maintenant, passons aux choses sérieuses. L'IA est inévitable, on le sait tous, on en a tous entendu parler. La préparation vers son adoption est essentielle pour capturer son plein potentiel et adresser les risques inhérents. Si vous vous êtes branché à ce webinaire-là, vous avez certainement tous déjà utilisé ChatGPT ou autre IA générative ou IA qui utilise le deep learning. Il y a des statistiques qui sont intéressantes, puis ça met un peu la table en fait au webinaire. La première statistique qui est intéressante, c'est que 35% des travailleurs européens ont utilisé l'IA générative dans le cadre de leur travail en 2023. Donc, c'est quelque chose qui a une adoption hyper rapide. 90% des utilisateurs d'IA générative ont déclaré une amélioration dans la qualité de leurs tâches professionnelles. On voit beaucoup plus maintenant de posts LinkedIn générés par l'IA, de courriels même influencés par l'intelligence générative. 60% des fonctions en entreprise seront impactées par l'IA d'ici 2025. On parle de fonctions telles la finance, le marketing, les ventes, et celles-ci sont déjà un petit peu déjà impactées. 15% de croissance moyenne des revenus des entreprises ayant rapidement adopté l'IA. Donc, les early adapters, il y a quand même un avantage à adopter l'IA. Et une autre statistique qui est intéressante selon moi, c'est vraiment que maintenant, la durée de vie moyenne d'une compétence est inférieure à 5 ans. Donc, ça veut dire que tellement que la technologie avance vite, même dans certains domaines comme les technologies, c'est un rapport de Harvard Business Review qui justement dit que même en technologie, après 2 ans, tu es obligé de te reformer pour aller chercher, te mettre à niveau au niveau des compétences. Donc, l'arrivée de l'IA générative dans les organisations va accélérer cet élément-là. Et bien évidemment, vous allez voir à la fin, on a aussi d'autres webinaires qui vont parler de l'impact humain de l'arrivée de l'IA dans nos organisations. Maintenant, démocratisation. Pourquoi on parle d'IA maintenant? C'est tout simplement que l'IA maintenant a été démocratisée
par l'arrivée de l'IA générative telle le ChatGPT. Quels sont les piliers, en fait, de la démocratisation? Il y a 3 piliers. La première, c'est l'accessibilité. Maintenant, tout le monde a accès à Internet, c'est facile à utiliser. Le prix, bon, ben maintenant, on a des versions gratuites, etc. Donc, c'est accessible à la grande majorité d'entre nous. Le deuxième pilier, en fait, c'est l'utilité. Il y a vraiment une utilité pour nous, de façon générale, à utiliser ce type d'intelligence artificielle, mais aussi l'efficacité. Ça fonctionne, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de connaissances très poussées pour arriver à nos fins. Donc, c'est vraiment ces 3 piliers-là de la démocratisation qui fait en sorte qu'aujourd'hui, maintenant, l'intelligence artificielle est accessible aux organisations et permet justement de transformer les modèles d'affaires. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Paul, qui va vous en dire un petit peu plus sur comment capitaliser sur l'IA et l'intégrer dans votre entreprise. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis au Canada, donc je vous salue depuis tôt le matin. Mais ça ne nous empêchera pas de répondre à la question aujourd'hui, comment capitaliser sur l'IA et l'intégrer dans votre entreprise? Alors pour répondre à cette question très large, on va y aller en 4 étapes. Premièrement, on va rappeler et définir qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça simple, on va faire ça léger. Ensuite, on va étudier quels sont les cas d'usage de l'IA en entreprise. On va surtout faire une petite démonstration parce qu'en parler, c'est bien, vous le montrer en action, c'est un petit peu plus intéressant. Dans un troisième temps, Daniel reviendra sur les considérations dans l'adoption de l'IA. Donc là, on parle vraiment des aspects éthiques, légaux, cybersécurité, etc., etc. Et enfin, on terminera par où commencer. Donc vraiment, une fois qu'on a compris de quoi on parle et qu'on a compris les tenants et les aboutissants, comment on fait pour débuter son voyage en IA? Sans transition, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un outil qui est puissant et polyvalent, mais c'est surtout un outil qu'on a tendance à beaucoup humaniser, un peu comme cette image à gauche, ou bien à rendre un peu plus terrifiant, comme l'image à droite, un peu plus Terminator. Puis je vous dirais que la réalité, c'est ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. En fait, faut pas oublier que c'est un outil et si je devais le représenter, on serait beaucoup plus proche d'un petit robot mignon. En fait, c'est un outil encore émergent, mais qui est déjà omniprésent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a partout dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, il y en a en finance et en banque, il y en a en santé, il y en a dans les compagnies de voyage, les GPS, et cetera, et cetera. Donc, sans le savoir, ça fait des années, des décennies même, qu'on utilise de l'IA quotidiennement en tant qu'utilisateur sans même le savoir. Fait que pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant l'IA, ça devient quelque chose que tout le monde doit savoir faire ou maîtriser? Eh bien, c'est parce qu'il y a 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, une quantité massive de données. Le fameux big data dont on parlait depuis plusieurs années, depuis là encore plusieurs décennies. Bah, toutes ces données, maintenant, on a atteint une masse critique d'informations qui nous permet d'aller chercher plus de richesse dans nos données. Ensuite, il y a l'avancée de la recherche en IA qui, elle, nous a permis de donner du sens à ces données. C'est une chose d'avoir de l'information, c'en est une autre de pouvoir l'exploiter. Et vu la quantité d'informations qu'on a, on avait besoin d'algorithmes spécifiques à cela. Et enfin, la puissance de calcul. La puissance de calcul, donc c'est vraiment pour pouvoir rouler ces algorithmes sur des quantités de données aussi importantes, il faut avoir des Ferrari ou des Lamborghini en termes de puissance de calcul. Puis c'est pas pour rien que Nvidia va très bien en ce moment, ils vendent des processeurs, des composantes informatiques capables de cela. D'ailleurs, en parlant d'Nvidia, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit sourire en coin, vu que le stock ne fait que monter. Mais avec tout ça, j'ai toujours pas répondu à la question: «Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?» Eh bien, l'intelligence artificielle, en fait, c'est une façon de faire de l'informatique. Puis, il y en a pas qu'une seule en réalité, il y a plusieurs méthodes. On va pas aborder toutes les méthodes, mais j'aimerais revenir sur les 3 plus populaires qui ont permis d'arriver, à l'intelligence, artificielle générative aujourd'hui. La première, sans doute la plus connue, c'est l'apprentissage automatique, machine learning en anglais. Et ça repose sur un principe assez simple, c'est qu'on donne des informations, des entrées simples, qui sont traitées par ordinateur pour donner des sorties simples. Un exemple concret, c'est je montre une photo, est-ce que c'est un chat ou non?
Est-ce que c'est un homme ou une femme, le visage sur la photo que je montre à l'ordinateur? Des choses simples, mais qui montrent que la machine est capable de comprendre ce qu'on lui montre. Comprendre est peut-être un bien grand mot dans ce cas-là, mais vous, vous pouvez visualiser ce que je veux dire. Et surtout, ça a montré que cette méthode-là était prometteuse. Suffisamment prometteuse pour qu'on développe le deep learning, l'apprentissage profond. Et cette fois, ce sont des entrées complexes, des grands jeux de données, le big data dont on parlait tout à l'heure, qui est traité toujours par ordinateur et qui permet d'arriver à des résultats simples. Là, ce serait plutôt basé sur l'intégralité de ces informations financières. Est-ce que je devrais investir dans cette compagnie ou non? Basé sur l'intégralité des informations médicales de cet individu, est-il malade ou non? Et est-ce qu'on est capable de dire de quelle maladie? Et ça a vraiment permis d'énormes avancées en technologie un peu partout, parce que le deep learning s'est avéré extrêmement efficace. Et aujourd'hui, je pense que vous me voyez arriver, on est capable de faire de l'IA générative, du generative AI, Gen AI pour les intimes. Et là, c'est des entrées complexes qui mènent à des sorties complexes. Pourtant, c'est pas si compliqué à comprendre puisque une entrée complexe, si on parle de ChatGPT, puisque c'est une IA générative, eh bien, ce serait, je donne un texte. Un texte, il y a plusieurs phrases dedans. Chaque phrase a un sens. Le texte lui-même a un sens plus global. Il y a un style d'écriture, il y a un ton. Tout ça, c'est beaucoup d'informations que aujourd'hui les IA sont capables de traiter, d'absorber et de travailler. Et par exemple, si je donne un texte à une IA et que je lui dis réécris-le dans le style de Shakespeare, ça va être très compliqué pour un humain de le faire. Ça va prendre des jours, des semaines, voire des années, s'il y arrive. Alors qu'une IA, elle est capable de le faire en 30 secondes. Et donc, c'est vraiment ça le principe de l'IA générative. Mais je pense que plutôt que rester dans la théorie, j'ai un petit exercice pratique pour vous. Et je vous invite à ouvrir le chat. Si vous êtes en train de manger, je suis désolé si ça vous perturbe dans vos sandwichs ou vos salades. Mais ce que je vous demanderais de faire, c'est simplement de regarder dans le chat et de me dire en 2 mots, qu'est-ce que vous voyez sur l'image qui va apparaître à droite. Je l'ai générée en IA, puis je trouve qu'elle est assez parlante sur qu'est-ce que ça signifie. Je regarde dans le chat. Je vois qu'on a des gens qui écrivent, c'est cool. Merci beaucoup. Beatles, Forest, donc j'imagine forêt. Ah oui, forêt. Beatles, forêt. Ok. Je vous laisse encore un petit 15 secondes. AB Hotam. Yeah, vous l'avez. On s'est compris. C'est ça. En fait, j'ai tapé Beatles Walking Around Canada. J'avais pas forcément demandé la pochette de l'album Abbey Road, mais maintenant que j'y pense, Beatles Walking, donc les Beatles qui marchent, c'était sûr que ça allait me proposer ça. Et Canada, parce qu'il y a les magnifiques couleurs de l'automne au Canada. Et en fait, l'idée que cette image représente très bien, c'est vraiment que une IA, ça pense par archétype. Donc, on voit les Beatles, puis les Beatles qui marchent, donc c'est vraiment l'image la plus parlante, c'est Abbey Road, évidemment. Et on voit donc 4 hommes bien habillés, qui marchent de gauche à droite, etc. Donc, vraiment, on retrouve les codes. Et on retrouve évidemment l'automne au Canada avec les couleurs de toutes les nuances de vert jusqu'à rouge. Et il essaye de les faire fonctionner tant bien que mal. Et on voit qu'il s'en sort plutôt bien pour le coup, même si on a quelques aberrations. Hein, si on regarde les lignes du passage piéton, elles sont gigantesques. Mais si vous comprenez qu'une IA, elle essaie de travailler avec des archétypes, d'un côté les Beatles, de l'autre côté la forêt canadienne en automne, déjà vous avez fait un très grand pas en avant. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de contexte en IA. Mais maintenant, si on rentre dans le dur, quels sont les cas d'usage de l'IA dans votre organisation? En fait, avant de répondre, j'aimerais vous partager un petit peu une réflexion qu'on a eue à Telsom durant les dernières années, la dernière année et demie, par rapport à l'IA. Parce qu'on s'est rendu compte en travaillant avec nos clients que l'IA, elle s'appliquait pas mal partout, mais surtout, la façon dont on amenait l'IA était souvent mise en parallèle avec l'humain. Pas en compétition, mais vraiment en parallèle, parce qu'on se demandait comment est-ce qu'elle allait pouvoir se combiner avec le travail humain. Et on est arrivé à cette façon de voir les choses qui est très très simple, mais qui est quand même assez parlante. C'est que quand on parle d'un humain, quand on parle d'un professionnel, on dit pour qu'il soit compétent, il faut qu'il soit à la croisée du savoir, du savoir-faire et du savoir-être.
Et quand on applique cette grille de lecture, ce prisme-là à l'IA, ben, le savoir devient les données de votre entreprise, donc vraiment l'information à propos de la situation. Le savoir-faire devient la modalité étant ce que l'IA est capable de faire. Est-ce qu'elle génère du texte? Est-ce qu'elle génère une image? Est-ce qu'elle analyse des données? Etc. etc. Et le savoir-être, pour le moment, ce serait l'interface utilisateur. Parce que les IA, pour faire du pouce sur ce que Daniel vous disait en introduction, les IA sont utilisées par les travailleurs. Elles ne sont pas encore autonomes. Et donc, l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur en général, est vraiment la clé du succès. Si ChatGPT n'avait pas été aussi simple et intuitif, il n'aurait clairement pas connu un tel succès. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on veut l'amener en entreprise. Et c'est pour ça que j'arrive sur un concept qui est assez important par rapport à l'utilisation de l'IA, c'est tout ce qui concerne l'intelligence augmentée. En fait, l'intelligence augmentée, c'est à la croisée de l'intelligence humaine, ça je pense que vous connaissez, et l'intelligence artificielle. Et ça, on vient d'en parler. Et l'intelligence augmentée, comme vous le voyez écrit à l'écran, c'est défini comme la capacité qui vise à améliorer la prise de décision en préservant l'implication humaine, tout en accompagnant et facilitant le travail de réflexion. C'est vraiment important de comprendre que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais vraiment pour augmenter sa capacité de travail et surtout lui libérer du temps sur les tâches les plus ennuyeuses, les plus redondantes. J'aime bien me représenter ça un peu comme je suis capitaine de bateau et avant, je devais vraiment guider le bateau chaque mètre qu'il faisait. Maintenant, j'ai juste à lui dire c'est là-bas qu'on va et l'IA, elle est capable d'y aller. Et ensuite, une fois qu'on est sur place, j'ai toujours besoin de corriger un peu le tir. Mais c'est correct. Je vais mettre 10 minutes là où j'aurais mis 1 heure. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Ce qui nous amène à dire quelque chose, c'est que l'IA ne volera pas votre emploi. Quelqu'un qui maîtrise l'IA le fera. Et c'est d'autant plus marquant aujourd'hui que, pas plus tard que la semaine passée, je voyais des chiffres, sur les plus gros utilisateurs de l'IA et vous me direz que c'est sans surprise, mais c'est surtout les plus jeunes qui l'utilisent le plus et notamment les étudiants, mais de manière complètement disproportionnée. Et c'est assez intéressant parce que d'ici 5 ans, je pense qu'on va vraiment voir une rupture générationnelle dans le milieu professionnel avec une génération de travailleurs complètement habitués à utiliser ces outils-là de manière très fluide, très simple, très intuitive. Là où nous, en ce moment, professionnels, on aura sans doute encore un retard à combler pour certains et probablement une aisance moindre avec certains outils. Donc, à garder en tête. Enfin, avant de passer à la démonstration, si on plonge vraiment dans ce qu'on voit chez nos clients au quotidien, les fondations de l'intelligence artificielle en entreprise, ça repose vraiment sur ces 3 piliers-là. Premièrement, les LLM, donc les LLM pour Large Language Model, donc les grands modèles de langage. ChatGPT est un Large Language Model, mais il y en a beaucoup d'autres. Meta a sorti un modèle open source, donc gratuit, qui s'appelle Llama 2. Google a récemment sorti Gemini, non sans peine. Et en fait, l'importance des LLM, c'est que c'est vraiment la pierre angulaire de l'intelligence artificielle en entreprise. Parce que c'est ce qui permet de mettre sur un pied d'égalité l'humain et la machine. Avant, si on voulait utiliser un ordinateur, à part les quelques logiciels qu'on utilise tous, Word, les mails, PowerPoint, etc., il fallait quand même bien s'y connaître. Ou au moins, il fallait passer du temps pour s'approprier un peu la machine. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de poser une question à une IA, puis soit elle le fait pour nous, soit elle nous guide pour le faire avec une grande précision. Et le LLM, il est capable de faire ça pour n'importe quelle tâche. C'est pour ça qu'on parle de pierre angulaire de l'intelligence artificielle en entreprise. Et c'est vers ça qu'on va quand on arrive chez un client. On pose un chatbot propriétaire, privé, et on s'assure qu'il fonctionne bien pour tous ses employés. Ensuite, il y a la partie base de données. Parce qu'un chatbot vanille, je ne sais pas si ça se dit en Europe, mais un chatbot de base, qui n'est pas plugué sur vos données, qui n'est pas connecté à vos données, c'est très bien. Ça permet de vous ramener dans un cadre plus sécuritaire. Daniel vous en parlera dans un instant. Mais c'est surtout un peu limité. Et l'intérêt des chatbots, c'est de pouvoir les pluguer sur vos données. Et les données, ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être des données chiffrées, des données numériques. Ça peut être du texte, ça peut être des photos, des vidéos, des images, du son, j'en passe et des meilleurs. L'important, c'est de les centraliser, de les nettoyer et de les structurer
pour pouvoir les rendre accessibles, pour pouvoir les rendre lisibles par les IA. Et ça se fait très bien, mais c'est souvent là où on a le plus gros défi. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, en IA, on n'a pas besoin de faire une énorme gouvernance de données. On a plutôt besoin de se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut faire et se concentrer sur les données de ce cas d'usage-là. On y reviendra dans par où commencer, dans la section par où commencer. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, en clientèle, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est certes un chatbot, mais assez rapidement, ils veulent pouvoir le mettre sur leurs données, mais non pas pour faire de l'analyse de données tant que ça. Ils sont plus intéressés par la recherche d'informations. Et c'est là où la colonne de droite, ce qu'on appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation, fait la différence. Alors, c'est quoi le RAG? C'est tout simplement une IA qui est capable de passer à travers vos documents et de trouver l'information pertinente pour répondre à une question. Donc, je lui dis par exemple, euh, imaginons je travaille dans une ambassade, je cherche de l'information sur les visas, puis j'ai une situation vraiment complexe. C'est un vrai nœud juridique. Et là, je pourrais demander à une IA, est-ce qu'on a déjà fait face à ce genre de situation? Est-ce que tu peux me dire comment on l'a géré? Y a-t-il des normes que je devrais connaître? Et plutôt que moi aller chercher dans tous les documents et vivre un cauchemar de jurisprudence, l'IA, elle est capable en quelques instants de trouver dans les bases de données auxquelles on lui a donné accès toutes les informations pertinentes. Ça peut faire parfois beaucoup, mais elle nous les résume en quelques lignes. Et surtout, elle nous source l'information. Comme ça, si quelque chose me semble vraiment pertinent ou peut-être douteux, je clique sur l'information pour voir la source et ça m'ouvre le document, le PDF, peu importe, à la page où elle a trouvé l'information. Et je suis capable de dire, ah, OK, c'est ça qu'elle voulait dire. Oui, elle a bien, c'est les bons chiffres, c'est la bonne norme dont on parle ici. C'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup le RAG parce que ça augmente vraiment l'efficacité et ça sauve tellement de temps à tous les travailleurs. En tout cas, en parler, c'est bien, mais une démo, c'est sans doute mieux. Fait que, juste avant de commencer, j'aimerais préciser que le cas d'usage que je vais vous présenter est totalement fictif, mais il est basé sur de véritables réalisations concrètes d'entreprises. Je pourrais vous communiquer les liens pour ceux que ça intéresse, sinon ils sont à la fin de la présentation. Concernant les cas d'usage, euh, on n'aura pas le temps de faire toute la démonstration. D'habitude, elle fait à peu près 30 minutes, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Fait que je vais vous faire le début, puis si jamais vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, on pourra prendre un moment en privé et s'assurer qu'on répond à toutes vos questions. Mais en tout cas, mise en contexte. Imaginons que Talsum soit une entreprise brassicole, hein, donc on fait de la bière et non plus du conseil en technologie. Et nous visons à mettre en marché une nouvelle bière pour l'automne 2024. On souhaite toucher une clientèle très large et donc accroître notre popularité de marque, mais en même temps, on veut faire attention à nos coûts et aux variations des prix des matières premières afin de proposer une recette qui soit rentable sur le long terme. Donc ça, c'est parti. Et ah oui, outils utilisés. Pour des questions de simplicité, je vais utiliser des outils d'OpenAI, à commencer par ChatGPT. GPT-4 pour le texte, l'analyse de données et la génération d'images. Puis un autre outil d'OpenAI qui s'appelle API Assistant, qui me permet de créer des IA un petit peu plus sur mesure, un peu comme des GPTs pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de OpenAI. Petite précision, c'est vraiment pour une question d'accessibilité que je le fais. Les données que j'utilise sont fausses. Ce sont des données synthétiques que j'ai générées avec une IA. L'idée, c'est vraiment d'éviter la fuite de données parce que, évidemment, ChatGPT absorbe toute l'information qu'on lui donne. Mais si je l'utilise pour la démo, c'est aussi pour que vous puissiez chez vous tester avec des échantillons de données ou avec ce que vous voulez, ce que je vais vous montrer. Comme ça, vous pourrez facilement reproduire ça et voir si ça s'applique dans votre réalité d'affaires. Donc, je vais arrêter de partager mon écran l'espace d'un instant, le temps de tout remettre en place. OK. Donc, excusez-moi. Voyez-vous mon écran? Est-ce que Daniel, tu peux me confirmer que tu le vois? OK, parfait. Fait que, ce que je vais faire ici, c'est que je vais télécharger un jeu de données qui contient 500 000 points de données. Donc, c'est de l'information sur une population. C'est une analyse de marché tout simplement que je veux faire.
Et donc, c'est un Excel avec quelques colonnes sur l'âge des gens, qu'est-ce qu'ils aiment comme bière, où est-ce qu'ils habitent, c'est quoi leur source de revenus. Quelque chose d'assez simple. Et ce que je vais demander, c'est à ChatGPT, le module de Data Analyst, donc spécialisé en analyse de données, de procéder à une analyse de ce document-là pour pouvoir m'aider à prendre une décision. Donc, vous voyez, je lui dis, peux-tu me donner un aperçu de ce qu'il y a dans les données et faire quelques graphiques? Peux-tu me dire quelle bière est la plus populaire dans le sondage? Et peux-tu me faire un breakdown, donc une analyse segmentée de la popularité des bières par genre? Hein, encore une fois, je veux toucher un public large, je veux les hommes et les femmes. Et comme vous voyez, ben, tout de suite, il commence et il est capable de préparer une analyse et de s'assurer que le document, ben déjà, vous allez voir dans un instant, il va s'assurer qu'on a la compréhension commune de l'information. Il veut être sûr que, exactement ce qu'il est en train de faire, il veut être sûr qu'on parle de la bonne information, qu'il comprend bien ce qu'il y a dans les colonnes. Donc, on parle de l'âge, du genre, du lieu de vie, etc. Et ensuite, il va m'expliquer comment il va procéder à l'analyse de ces documents. Et au besoin, il va reformater le document pour pouvoir le traiter. J'ai regardé les participants, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont assez à l'aise en technologie. Fait que si vous cliquez, vous pouvez toujours voir que en fait, c'est une console Python. Ça, c'est pour les geeks comme moi. Mais l'idée, c'est que l'IA, elle est en train de coder un script d'analyse de données comme le ferait un véritable data analyst dans un bureau. Et que ça prend toujours quelques petites secondes, mais c'est quand même très efficace, nettement plus rapide qu'un humain qui le ferait à la main. Et on arrive à ça. Donc, je vais zoomer un petit peu. Fait que, par exemple, ici, les graphiques sont pas super beaux, là, on va se le dire, hein, c'est pas quelque chose qui sort de tableau, mais c'est très parlant. Par exemple, ici, on voit que la bière la plus populaire, c'est la bière à la framboise, mais elle est suivie de très près par la stout, et toutes les autres sont loin derrière. C'est quand même intéressant dans mon analyse de marché, c'est très parlant. Au niveau de la distribution, je me rends compte que les hommes et les femmes sont assez inégalement répartis, puis une petite fraction de personnes qui disent prefer not to say, donc qui ne souhaitent pas partager. Très bien. Et puis la distribution, là, on voit que c'est des données artificielles parce que c'est très, 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 très équivalent. Mais on voit que c'est équilibré. Et surtout, on arrive au breakdown, donc à la segmentation de la popularité des bières par genre, et j'arrive à ce résultat-là. Et donc, on retrouve la bière à la framboise ici à gauche, qui est toujours très populaire, mais qui est surtout très populaire de manière équivalente. Hein. Les hommes et les femmes l'aiment autant l'un que l'autre. Tandis que la stout, c'est une valeur sûre pour ces messieurs. C'est assez intéressant parce que rappelez-vous, encore une fois, je veux quelque chose de populaire, je veux quelque chose qui parle à tout le monde. Donc la bière à la framboise semble toute désignée. Mais en même temps, la stout, elle a quelque chose qui plaît. Là, c'est une valeur sûre, c'est une base arrière pour ma production qui est quand même intéressante. Donc, je serais en droit de me questionner sur est-ce que je peux faire de quoi avec les deux ensemble. Donc là, on va basculer sur un autre outil qui s'appelle Assistant API. Daniel, peux-tu me confirmer que nous voyons Assistant API? Parfait, merci beaucoup. Et Assistant API, en fait, comme je vous disais, ça me permet de créer des IA un petit peu plus sur mesure. Donc, je leur donne un nom. Ici, vous voyez à gauche, Brasserie Talsom. Je peux aussi donner des instructions et je lui donne des paramètres. Donc, les instructions ici, si tu es un brasseur et tu m'aides à chercher de l'information basée sur ta base de connaissances. Et la base de connaissances en question, c'est un catalogue de recettes que vous voyez ici. Et le catalogue de recettes, ce sont des recettes de toutes les sortes de bières que mon entreprise de brasserie a fait à travers le temps. Et donc, tout ce que je vais faire, c'est lui demander de me retrouver les recettes que j'ai pu faire sur des stouts. Voilà. Évidemment, si vous demandez, je parle en anglais, simplement parce que les IA ont un biais, en tout cas pour le moment, elles ont un biais, elles sont plus performantes en anglais. C'est des petites nuances comme ça qui sont en train d'être corrigées, mais ça fait une différence pour pas mal d'IA. Et donc, vous voyez, elle est capable de trouver l'information. Est-ce qu'on a déjà des stouts? Est-ce qu'on a déjà fait des recettes de stout en tant que brasseur? Je sais que oui, mais je me rappelle plus quoi. Et là, elle me dit, bon, bah oui, on en a fait deux. On a la stout à l'avoine, puis on a la stout au bleuet. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, il y a le 1 et le 2 qui permettent de sourcer l'information. Donc là, c'est un environnement de démo. Je peux pas cliquer dessus, mais je peux légèrement visualiser, vous voyez. Je sais pas si ça s'affiche pour vous
mais il y a un encadré qui apparaît et qui permet de dire, bon, bah, le oatmeal stout, experiment with a small amount of coconut, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, il y a toute l'information qui est vraiment à ma disposition et je pourrais vraiment cliquer sur le lien et être projeté dans le document qui contient l'information. Et en l'espace de quelques secondes, je suis capable de trouver ces recettes, alors que j'aurais dû sans doute la chercher pendant un bon moment si j'avais dû le faire à la main. Mais bon, je parle de stout. Je vais demander la même chose pour la framboise. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Et de vous à moi, la réponse c'est évidemment oui. La démo est là pour ça. Et ça se sent bien. Je regarde juste le temps pour être sûr qu'on ne dépasse pas. Ok. Daniel, je te rendrai le micro dans 2 minutes. Voilà. Et donc pour la bière à la framboise, il dit oui, on a donc une Raspberry Lambic. Si jamais il y a des Belges parmi nous, je vous salue. Et il me donne quelques informations sur la recette. Et donc la question que je pourrais poser ensuite, c'est excellent. Peux-tu me proposer un mélange entre une stout et une bière à la framboise? À quoi ça ressemblerait tout ça? Et on va le laisser tourner un petit peu, ça va prendre peut-être un petit 20 secondes, mais vous allez voir que ça peut être très percutant. Puis le temps que ça roule, je veux juste être clair sur l'information. Là, on est en train de vous montrer ce que le RAG est capable de faire. Donc, trouver l'information, la condenser et la sourcer. Là, je le fais pour un outil de bière, hein, pour de la recherche sur des recettes, mais on peut l'appliquer partout. On peut l'impliquer dans du légal pour faire de la recherche d'informations. On peut l'impliquer dans des RH pour analyser des CV, des documents, rechercher des profils dans un bassin de candidats, etc., etc. Donc, c'est vraiment une technologie qui est extrêmement flexible et qui peut s'implanter partout. Et donc, voilà, si je remonte ici, donc, il me propose de créer une bière à la framboise et de remplacer les blueberries dans la recette blueberry par des framboises et de modifier la recette. Et on arrive à ça. Donc, il me rappelle les ingrédients qu'il utilise, il me donne des quantités pour les framboises en question. Il me propose un processus de brassage standard. Il a même la politesse de mettre des suggestions pour améliorer la recette. Je vais retourner dans la présentation pour vous apporter une petite conclusion à tout ça. Daniel, peux-tu me dire si nous voyons la présentation? Oui. Parfait. Merci. Donc, juste pour terminer sur la démonstration, aujourd'hui, vous avez vu qu'on est capable de faire une analyse de marché, donc analyser de données avec des IA. On est capable d'explorer et de créer des nouvelles recettes. On s'est arrêté là, mais on aurait pu montrer l'analyse financière où je fais des prévisions sur les coûts des matières premières, l'analyse de maintenance pour les machines dans ma ligne de production pour voir s'il y en a qui fonctionnent ou s'il y en a qui commencent à être défectueuses. Et il y a la génération d'images et de packaging. On parle beaucoup des deepfakes, etc. Mais on peut aussi s'en servir pour faire des choses un peu plus constructives. Comme vous voyez à gauche, l'image a été générée par une IA. Et je trouve ça quand même sympa d'avoir une image qui est apparue comme ça. Je trouve le packaging vraiment beau. Puis, à travers tout ça, ce que je veux que vous reteniez, c'est, vous l'avez vu, tout ce qu'on a fait là, c'est des choses qu'on fait déjà. On aurait pu le faire à la main, l'analyse de marché, explorer les recettes, etc. On aurait pu le faire à la main. Mais on l'a fait en 10 minutes avec une IA. Et c'est là où l'intelligence augmentée dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Fait que je vais laisser la parole à mon collègue Daniel de ce pas. Ah oui, j'avais oublié ça, mais on peut passer, je ne vais pas perdre trop de temps. Mais je te repasse la parole, Daniel, puis merci d'avoir écouté ma petite présentation. Merci, Paul. Déjà, je suis heureux que ça n'ait pas planté parce que, tu sais, quand il y a des nouveaux iPhones ou Microsoft, ils font des nouvelles présentations. Ah ouais, terrible, terrible. Ça ne fonctionne pas toujours. C'est comme Tesla avec sa vitre qui était par balle qui a cassé en démo. Donc, déjà, félicitations. Revenons ensuite aux considérations pour l'adoption de l'IA. Je veux revenir sur 3 statistiques qui est assez parlante. En début de présentation, on avait mis la statistique suivante, comme de quoi 30% des professionnels qui exploitent activement le potentiel de l'IA générative au travail. Donc, il y a 35% de personnes qui ont répondu au sondage qui disent « Oui, moi, je l'utilise dans le cadre du travail. » Soit.
Maintenant, 76% des outils d'IA générative utilisés sont des plateformes publiques. Et c'est là que le bas blesse, en fait, parce que tout dépendamment du type d'information, puis Paul l'a mentionné dans sa présentation, on peut partager des informations confidentielles. Et 30% des données entrées sont confidentielles. Dans la moitié sont des données financières. Ce n'est pas parce que les gens sont mal intentionnés, c'est peut-être qu'ils comprennent ils comprennent pas très bien, en fait, ces plateformes gratuites-là, où ça peut justement poser des risques pour l'organisation ou la fuite de données potentielles. Donc, basé sur ces trois éléments-là, il y a certains principes de base qu'il faut respecter dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis il y a des règles, hein, des règles qui se mettent en place. Et bien évidemment, il y a un élément d'éthique et d'IA responsable. Il y a 6 éléments qui sont importants pour l'IA. Un, c'est l'équité. L'IA doit permettre de traiter tous les individus de manière équitable. Quand on parle de fiabilité et de sécurité, je pense que je ne m'avancerai pas trop rapidement, mais il faut quand même que l'IA ne nuise pas à la sécurité des individus. La vie privée, bien évidemment, c'est la privation des données, donc faire attention à ça. On parle d'inclusivité aussi, donc elle doit être conçue et être accessible à tous. On parle de transparence. Comment l'IA fonctionne? Qu'est-ce qu'elle fait avec nos données? C'est quoi les paramètres qu'elle utilise? Donc, il y a un élément de transparence aussi qu'on amène aussi dans l'éthique de l'utilisation de l'IA. Et bien évidemment, il y a la responsabilité. Hein. La personne qui crée l'IA ou les opérateurs des systèmes d'IA, ils sont responsables de leur fonctionnement. Donc, ça, c'est les 6 principes au niveau, en fait, à respecter lors de l'utilisation ou la création d'IA. Maintenant, en Europe, la législation européenne est en avance sur celle des autres pays ou des autres régions. En fait, elle est connue sous le nom de l'acte sur l'IA qui est proposé par la Commission européenne en avril 2021. L'objectif était de créer le développement, d'encadrer le développement de l'utilisation d'IA, de définir une définition conforme qui a été récemment mise à jour par l'OCDE. Bien évidemment, il y a des exemptions. Hein. On parle de sécurité nationale, militaire, etc., qui ont aussi leur propre set de règles. Et en fait, c'est une législation qui est essentiellement basée sur la classification basée sur le risque. Donc, il y a des IA à faible risque et il y a des IA à haut risque et il y a des IA interdites. Bien évidemment, en fonction de la catégorie d'IA qui va venir qui va correspondre, en fait, l'IA qui est utilisée ou développée, les normes vont être beaucoup plus strictes pour les IA à haut risque, avec une conséquence importante que les IA à faible risque qui me demandent où je dois passer mes vacances cet été. Donc, c'est vraiment une gradation au niveau du risque, puis chaque niveau de risque a un peu ses règles qu'elles doivent respecter. Donc, basé là-dessus, puis honnêtement, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est quand même une slide qui est assez lourde, mais si jamais vous avez des questions, il y a beaucoup d'informations là-dessus, puis je vais être, Paul et moi serons très heureux de répondre à vos questions à ce niveau-là. Maintenant, par où commencer? Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient utiliser l'IA dans le cadre de leur travail de façon sécurisée, mais ils ne savent pas par où commencer. Je vous dirais, honnêtement, en anglais, on dit que ce n'est pas rocket science, mais il y a quand même des choses, des questions fondamentales à se poser. La première question, c'est quels sont les cas d'usage de l'IA qu'on veut en faire dans l'organisation? On n'implante pas un IA pour implanter un IA, on n'implante pas un système pour implanter un système. En fait, on a une problématique où on veut apporter une solution. À ce moment-là, ça, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce qu'on veut combler avec l'IA? Deuxième chose, est-ce qu'on a les données pour supporter les cas avec lesquels on veut utiliser l'IA? Et finalement, quel est l'impact de l'IA sur nos opérations, nos employés et nos équipes? Parce que d'implanter l'IA, c'est comme n'importe quoi. Hein? Ça va créer une transformation. Il faut accompagner les gens à ce niveau-là. Il faut modifier les opérations. Il faut être conscient des risques inhérents de ces types de projets-là. Il faut avoir confiance à ce qu'on fait, aux données qu'on partage aussi lors des analyses qu'on va faire. Donc, c'est vraiment ces trois grandes questions-là à se poser. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas d'aller dans le détail, mais je pense qu'il y a deux choses, en fait, à retenir sur à cet acte-là. La première, c'est qu'il faut une fondation pour mettre l'IA.
Et il y a 4 grands éléments à regarder à ce niveau-là. Le premier, c'est, on s'interroge sur le cas d'usage, bien évidemment. On regarde les données. Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'elles sont structurées? C'est quoi la source? La gouvernance, la gouvernance de données qui doit avoir accès, ça, c'est principalement dans tout ce qui touche, en fait, l'accès aux données. Et les scénarios de modélisation, puis les choix de solutions d'IA, parce qu'il y a plusieurs IA, comme Paul mentionnait avant. Une fois qu'on a répondu, en fait, à ces grandes 4 questions-là, mais là, on a une fondation solide pour justement initier le cycle d'innovation. Et le cycle d'innovation, en fait, l'IA, étonnamment, c'est pas une technologie qui coûte super cher à implanter dans les organisations. Si on parle d'un chatbot de style ChatGPT qu'on veut sécuriser, honnêtement, ça prend quelques semaines, quelques employés. C'est pas très cher. C'est pas comme implanter SAP ou un ERP. Par contre, la valeur ajoutée, la preuve de valeur est rapidement faite. Maintenant, c'est la première phase d'implantation, puis c'est le premier niveau de maturité de l'intégration d'IA dans les organisations. Comme Paul le mentionnait, très vite, les gens vont vouloir, on veut le personnaliser. On veut lui donner justement accès à certaines de nos données pour que ça génère plus de valeur dans le processus ABCD. Donc, vraiment, l'objectif, c'est une fois qu'on a une fondation solide, on génère des cycles d'innovation, un petit peu en méthode agile. Et l'objectif de ça, c'est vraiment justement de prendre la technologie, de faire des tests, de créer le développement, faire des tests de calibrage et d'implanter les innovations de façon régulière pour supporter justement les cas d'usage qui auront été identifiés. Bon, bien évidemment, et là, vous voyez, il y a quand même mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, des clarifications que vous voulez à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter directement ou même contacter Paul. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et la dernière chose, avant la période de questions, d'entrée de jeu, je vous ai mentionné qu'on accompagnait les entreprises justement dans l'intégration de l'IA, dans leur transformation, dans leur digitalisation. On a mis en place en fait trois webinaires, dont le premier capitalisé sur l'IA et l'intégrer dans votre entreprise. Il y a 2 autres webinaires qui sont planifiés. Un, c'est déverrouiller le plein potentiel de vos données et naviguer le changement et préparer la transition vers l'IA. Donc, le changement, on parle beaucoup de changement humain. Donc, c'est des webinaires que vous allez voir passer dans lesquels vous êtes bienvenus de vous inscrire, bien évidemment. Vous allez voir aussi tout Talsum étant sur. Il y en a aux États-Unis, il y a des webinaires au Canada, il y a des webinaires en Europe. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à tous les webinaires que vous voulez, selon la région dans laquelle vous êtes. Donc, on passe aux questions. Avez-vous des questions ou des clarifications sur la démonstration que Paul vient d'amener? Et vous pouvez utiliser le chat pour les poser. Paul, si tu veux, je vais partir le bal parce qu'il y en a une que je vois passer sur les médias sociaux de Talsum quelques fois. Tu sais, comment une entreprise peut identifier les domaines spécifiques au sein de son activité là, où l'IA pourrait avoir une valeur ajoutée? Dans quel département on peut supposer qu'on devrait avoir besoin d'aide au niveau de l'intelligence artificielle? OK. La question, en effet, on la voit beaucoup passer. L'idée, c'est faisons abstraction de la partie fondation dont on parlait à l'instant. Assumons qu'on a le chatbot à l'interne, puis encore une fois, ça se fait très rapidement. Là, ça se fait en quelques semaines, gros maximum, quelques mois. Là. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que la meilleure manière de l'amener, c'est là où on a un enjeu critique d'entreprise, un enjeu qui met du temps. Donc ça peut être chez les RH si vous avez besoin de recruter beaucoup de gens, mais ça peut totalement être dans vos approvisionnements si c'est ça qui est critique. Un bon exemple, c'est j'ai un client qui travaille dans l'industrie automobile. Lui, il vend des pièces pour les voitures. Il vend des pneus pour être exact. Puis au Canada, la loi dit qu'en hiver, on doit tous avoir des pneus d'hiver. Ça peut paraître évident, mais c'est vraiment, vraiment important au Canada. Hein. Je ne vous apprends rien, l'hiver est rempli de neige et de glace. Et en fait, pour lui, il fait la majorité de son chiffre d'affaires à ce moment-là. Sauf que dans sa réalité d'affaires, si il n'a pas, un bon forecast, donc s'il n'a pas acheté son stock de pneus en amont, il y a un gros risque pour lui qu'il perde beaucoup d'argent. Parce que s'il espère pouvoir acheter les pneus en fonction de la demande, ça ne marchera pas, ses fournisseurs n'en auront pas. Donc là, on s'est dit, OK, c'est quoi ton enjeu là-dessus? Il dit, tous les matins,
à 6 heures, je dois savoir quels sont les pneus qui me manquent par rapport au forecast, par rapport à la planification que j'ai, de mes pneus. Si on voit qu'il y a un truc qui se vend plus que ce qu'on avait prévu, il faut que je le sache avant d'être out of stock, avant de plus avoir en stock. Ça, c'est une question hyper précise, mais il y a beaucoup, beaucoup d'implications et de traitements d'informations à faire en arrière. Ben, l'IA, elle permet que tous les matins, à 6 heures, il appuie sur un bouton, puis il sait exactement quels sont les pneus qui manquent, etc. C'est vraiment genre trouver des questions, trouver des cas d'usage qui viennent chercher dans votre entreprise, qui sont des irritants. Et à partir de là, on peut amener l'IA et vraiment l'utiliser pour accélérer, voire automatiser la prise en charge de ces enjeux-là. Et si je peux me permettre, Paul, il y a d'autres applications aussi en finance. Honnêtement, on en entend beaucoup parler. C'est des processus qui sont répétitifs. Il y a beaucoup de valeur ajoutée, en fait, à l'utilisation de l'IA en finance. Et tout ce qui est dans le domaine de la santé, pharma, que ce soit en R&D ou même, tu sais, un peu comme l'exemple de brasserie que tu nous as apporté aujourd'hui. Bien évidemment, la même chose se fait avec des médicaments. Hein. Bon, ben, telle protéine réagit mieux avec tel virus, etc. Donc, de créer, en fait, ou de valider certains scénarios avant d'aller en développement parce que ça coûte cher, ça réduit le cycle de développement aussi au niveau pharmaceutique. Donc, il y a énormément d'utilité à ça. Bien évidemment, je pense qu'un des points, c'est la quantité de données qu'il faut traiter. Paul, tu nous as prouvé qu'avec 500 000 points de données, en 20 secondes, on est capable de faire quelque chose. Ben, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant pour les entreprises. Absolument. Y a-t-il d'autres questions? Je ne pense pas. Moi, j'ai juste, moi, j'ai une question, en fait, puis est-ce que si les gens veulent partager, combien d'entre vous utilisez ChatGPT de façon journalière ou n'importe quel type d'IA? Jamais vous voulez juste mettre dans le chat moi, ça me donne un exemple. Est-ce qu'on est dans le 60%, dans le 100%? Ok, ok. Ok. Ah, ben, c'est encourageant. Une majorité de gens. Une majorité de gens. Ok. Ouais. Une fois par trimestre, pas plus. Ah, ça, Ok. peut-être c'est quelqu'un en finance. Non, Rapport mais on pourra trimestriel. s'en parler. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous faites avec aussi par rapport à ces outils-là. Puis, Ouais. on est encore au début, là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui. Benoît, est-ce que c'est moi ou Paul et Pour c'est un l'émergence, deepfake? c'est vraiment le cas. Moi, je vois les 3 petits points bouger. J'ai l'impression qu'il y a une question, un commentaire qui va peut-être se profiler. Est-ce que Paul a gelé? Oui. Peut-être. Ouais, de mon côté. Donc, je ne sais pas. On peut peut-être remercier les gens aujourd'hui Oui. d'avoir participé à la session, tout le monde. Juste pour vous rappeler, là, dans les jours suivants, cette semaine, on va vous envoyer la présentation par courriel. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à contacter Daniel directement si vous avez des questions sur l'implantation de l'intelligence artificielle ou d'autres enjeux par rapport à votre transformation numérique, où est-ce que Talsum peut vous aider là, à différents niveaux, au niveau de la transformation humaine ou de la strate techno. On est là pour vous au Québec, en Europe et un peu partout. Donc, Paul, je te dis quand même bye-bye, même si tu as gelé. Merci Daniel, merci Thomas pour l'organisation du webinaire. Puis on se rejoint au prochain. Donc, bonne fin de semaine tout le monde. Allez, au revoir, bonne journée.